Cette vidéo permet d'appréhender seule la notion de déplacement d'équilibre. Une première partie amène les éléments théoriques à la compréhension du phénomène et une seconde partie montre quelques exemples de résolution d'exercices. Nous avons vu plus haut que la constante d'équilibre s'exprime en fonction des concentrations des produits et des réactifs. Il est possible, si on n'utilise pas les concentrations à l'équilibre, mais les concentrations à un moment donné, d'exprimer ce qu'on appelle le quotient réactionnel. Ce quotient réactionnel n'a en soi pas de signification, si ce n'est que d'être comparé à la constante d'équilibre pour pouvoir dire où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'état d'équilibre. Si le quotient réactionnel est plus grand que K, cela signifie qu'il y a trop de produits et donc que la réaction va se déplacer dans le sens de la formation des réactifs. Si au contraire le quotient réactionnel est plus petit que K, cela signifie qu'il y a trop de réactifs et que donc la réaction va devoir transformer des réactifs en produits. K, si en l'occurrence le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre, cela signifie qu'on a atteint l'état d'équilibre. Lorsqu'une réaction a atteint un état d'équilibre, si on modifie les conditions expérimentales, eh bien cet état d'équilibre va devoir être modifié pour que la constante d'équilibre soit toujours respectée au final. Ainsi, si on modifie par exemple une concentration, si on augmente la concentration d'une substance en rajoutant dans un système qui était à l'équilibre, eh bien l'équilibre va devoir se déplacer. Et en l'occurrence, il se déplace toujours dans le sens qui tente à diminuer l'effet de cette contrainte. Le principe de Le Chatelier ne fait que suggérer un résultat, il ne fournit pas d'explication ou de prévision quantitative, mais il permet de prédire comment va se comporter un système à l'état d'équilibre si je lui applique une modification. En l'occurrence, on retiendra que si on augmente la concentration d'un constituant, eh bien le système va réagir de façon à consommer la substance ajoutée. Si je diminue la concentration d'un constituant, eh bien le système va tenter de produire de cette substance de façon à compenser sa disparition. Si j'applique une pression plus grande à un système à l'état d'équilibre va se déplacer dans le sens d'abaisser la pression. Enfin, si on augmente la température, eh bien le système cherchera à absorber cette température, donc cette chaleur, en favorisant la réaction endothermique, c'est-à-dire la réaction qui absorbe de la chaleur. Pour s'aider à ce propos, on peut, lorsqu'on nous dit qu'une réaction est endothermique, rajouter de l'énergie dans la première partie de la réaction pour signifier qu'elle a besoin d'énergie pour se faire, alors que lorsqu'elle est exothermique, la réaction libérera de l'énergie et on peut donc mettre l'énergie comme un produit de réaction de façon à signifier que de l'énergie est libérée. Prenons l'exemple ci-dessous et analysons les différents cas. On nous propose tout d'abord d'augmenter la concentration en NO2. Si j'augmente cette concentration, ça veut dire que j'ai trop de ceci, ça veut dire que je vais devoir m'en débarrasser, ça veut dire que la réaction va se faire vers la droite et former du N2O4. Si au contraire j'ajoute du N2O4 comme on me le propose ici, ça veut dire que j'aurai trop de N2O4 et qu'il va falloir donc le consommer. La réaction va être déplacée cette fois vers la gauche pour fermer du NO2. Si j'augmente la pression comme suggéré ici, eh bien à ce moment-là, on voit qu'on a dans d'autres cas 2 fois plus de molécules gazeuses dans le membre gauche que dans le membre droit. Donc si j'ai trop de pression, il faut que je fasse diminuer le nombre de particules de gaz que j'ai dans mon récipient et à ce moment-là, je vais déplacer la réaction vers la droite et former du N2O4. Enfin, si j'augmente la température, eh bien la température c'est une forme d'énergie, de l'énergie calorifique, c'est une expression d'énergie calorifique. On peut la trouver ici, cette énergie, ça veut dire que je vais en avoir trop et qu'il va falloir la faire disparaître. On va déplacer la réaction vers la gauche et former du NO2. Continuons avec les exemples de la deuxième ligne.
Si je diminue la quantité en NO2, je vais devoir donc créer du NO2 et donc je vais déplacer l'équilibre vers la gauche. Si je diminue la concentration en N2O4, eh bien je vais devoir créer du N2O4, ce qui va impliquer que je vais déplacer l'équilibre vers la droite. Si je diminue la pression, eh bien de nouveau mon rapport 2 pour 1, j'ai moins de pression, je vais donc vouloir l'augmenter, je vais donc vouloir avoir plus de particules gazeuses et je vais déplacer mon équilibre vers la gauche. Enfin, si je diminue la température, je manque donc d'énergie calorifique, je vais souhaiter augmenter l'énergie calorifique et je vais déplacer la réaction vers la droite en formant du N2O4. Dans cet exercice, on nous propose un mélange réactionnel, mais on ne sait pas s'il est à l'équilibre. On nous donne les concentrations 0,417 molaires de N2, 0,524 de H2, 0,122 de NH3. On nous donne également la réaction équilibrée et puis la constante d'équilibre. Et la question est de savoir si nous sommes à l'équilibre. Et bien pour cela, ce qu'il va nous falloir faire, c'est comparer la constante d'équilibre au quotient réactionnel. Le quotient réactionnel, c'est la même expression que la constante d'équilibre, mais au lieu d'avoir les concentrations à l'équilibre, nous les prenons à l'instant T observé. Donc dans notre cas, nous avons affaire à Q, qui s'exprime comme la concentration de l'ammoniac au carré, divisé par la concentration en dihydrogène au cube, de diazote. Et si on remplace, on trouve que ce quotient réactionnel vaut 0,248. 0,248, c'est très légèrement inférieur à 0,278. Notre quotient réactionnel est donc plus bas que l'équilibre. S'il est plus bas, cela signifie que la concentration en NH3 n'est pas assez grande et que la concentration en H2 et N2 est encore trop grande. Donc du coup, ça veut dire qu'on va devoir transformer du N2 et H2 pour aller former du NH3 et donc déplacer l'équilibre vers la droite, vers la formation du NH3. On peut donc répondre à la question en disant qu'on n'est pas dans une situation d'équilibre et qu'actuellement c'est encore du NH3 qui est en train de se former. L'exemple suivant aborde le procédé de Monde qui fait réagir du nickel sous forme métallique avec du monoxyde de carbone pour former du tétracarbonyle de nickel, NiCO4. On nous dit dans l'énoncé que cette réaction est exothermique, cela signifie que si on la lit dans le sens de gauche à droite, elle va dégager de l'énergie. Je propose déjà d'indiquer ici cette énergie de façon à se souvenir de cette information. On nous demande ensuite dans quel sens se déplacera l'équilibre si on applique les modifications proposées. La première est l'augmentation de la température. Si j'augmente la température, je reviens à avoir trop d'énergie et donc on va déplacer l'équilibre vers la gauche pour consommer cette énergie. Deuxième question, on nous demande ce qui se passe si on retire du tétracarbonyle de nickel. Si on enlève ceci, cela signifie qu'il faudra en recréer. Donc du coup, la réaction va aller de la gauche vers la droite. D'ailleurs, une méthode souvent utilisée pour augmenter le rendement d'une réaction lorsque l'on veut créer quelque chose, en le retirant au fur et à mesure, on provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la formation de cette substance. Troisième question, on nous demande ce qui se passe si on augmente le volume de l'enceinte réactionnelle. Ça revient en fait à diminuer la pression. Eh bien, si on diminue la pression, on laisse plus d'espace, donc l'équilibre va se déplacer dans le sens de réaugmenter cette pression, c'est-à-dire de créer plus de substances gazeuses. Dans notre cas, nous avons un coefficient stoichiométrique de 1 ici et un coefficient stoichiométrique de 4 ici. Cela signifie que dans le membre gauche de l'équation, on a 4 fois plus de particules gazeuses que dans le membre droit. Donc, si on veut augmenter la pression, eh bien, il faut déplacer la réaction vers la gauche de façon à former 4CO à chaque fois que 1 NiCO4 est consommé. Dans la question suivante, on se pose la question de l'ajout de nickel solide. Vu qu'il s'agit d'un solide, il n'a aucun impact
sur l'équilibre. Question suivante, on nous demande ce qu'il se passera si on augmente la pression partielle en monoxyde de carbone. Alors la pression partielle, c'est en fait un synonyme de concentration, mais pour les gaz. Donc si j'augmente la concentration en CO, l'équilibre va vouloir consommer ce CO et va donc déplacer la réaction vers la droite, vers la formation de tétracarbonyl de nickel. Enfin, dernière question, on nous demande ce qu'il se passe si on modifie la pression en ajoutant dans l'enceinte réactionnelle un gaz inerte. Eh bien, ça ne change rien parce que les concentrations ne vont pas être modifiées et donc l'équilibre ne sera pas modifié non plus.